Très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et à toutes à ce nouvel épisode des rencontres, des 17e rencontres Nouvelle pensée critique et actualité de la pensée de Marx autour du thème Révolution. Vous avez dit révolution. Et donc, nous avons comme invité maintenant Patrick Le Yarrick, qui est journaliste et homme politique français, ancien directeur de l'Humanité, ancien député européen et qui nous fait le plaisir de nous parler un petit peu des relations internationales et des révolutions à opérer. Alors, c'est moi qui ai rajouté le mot révolution, mais Patrick nous dira un petit peu comment il voit les choses, à opérer justement dans les relations internationales, que ce soit entre les peuples, entre les États, et comment construire des alternatives. Donc, je te passe la parole, Patrick. Oui, bonjour à chacune et chacun et merci de l'invitation. Merci de consacrer du temps à cet enjeu-là parce que il est trop peu traité alors que parler des relations internationales, c'est ne pas s'éloigner des vies quotidiennes. Au contraire, les soubresauts du monde s'invitent tous les jours dans l'intimité de chaque être humain. Je ne décris pas le monde tel qu'il est, secoué par les tensions, par les guerres économiques, par les guerres armées, les insécurités, les humiliations de toutes sortes pour une grande partie des habitants de la planète, les bouleversements climatiques et les reculs de la biodiversité qui produisent des effets en chaîne sur la Terre, dans les océans, dans les airs, plaçant les citoyens du monde dans une insécurité humaine globale. S'y ajoute désormais l'évocation et la banalisation d'armes de plus en plus sophistiquées, notamment de l'arme nucléaire, comme on l'a vu ces derniers jours. Autrement dit, cette combinaison des bouleversements climatiques et du surarmement nucléaire crée des conditions d'un anéantissement de la vie sur Terre. On ne peut pas sous-estimer ce qui est ici en train de se passer. En même temps, dans ce monde s'organisent beaucoup de résistances, des expérimentations aussi sur de nouvelles manières de produire, de consommer, des tentatives de coordination d'action, même si elles restent insuffisantes. C'est ce qui s'est passé avec les forums sociaux mondiaux, les assemblées citoyennes, lors des conférences mondiales. C'est aussi le mouvement pour faire appliquer le droit international pour le peuple palestinien ou le peuple kurde, les combats pour la liberté, celle de Paul Watson comme celle de Boualem Sansal, les grandes luttes féministes mondiales, dont celle des femmes en Iran, le soulèvement qui a abouti à la chute du régime au Bangladesh ces dernières semaines, les suites chaotiques du mouvement des printemps arabes, le mouvement européen, mais aussi indien des paysans, celui des jeunes ici comme aux États-Unis, contre ce qu'on appelle désormais le capitalisme de plateforme. Donc rien n'est uniforme, mais les questions sociales et du respect du droit et de la justice s'invitent dans ce monde en plein bouleversement, un monde travaillé par les luttes de classe et les luttes pour la paix. Un monde aussi gros de dangers que de potentialités émancipatrices. Un monde qui aurait urgemment besoin de coopération, d'actions communes coordonnées, alors que nous sommes en effet face à de crucieux enjeux. D'abord, les cicatrices des guerres, du colonialisme et des dominations ne se sont jamais refermées. Celles des découpages territoriaux et des frontières dans plusieurs parties des espaces de l'Europe de l'Est et du Moyen-Orient non plus. L'Organisation des Nations Unies est restée dans son fonctionnement trop statique face à ces modifications qui ont eu lieu depuis la période 45-50, alors que le monde a été chamboulé sous les coups de boutoir d'un capitalisme mondialisé et financiarisé après la chute de l'Union soviétique. Et les institutions financières se sont, elles, mises au service de cette mondialisation de type nouveau, avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui vise essentiellement à libérer sans entrave la liberté de la circulation des capitaux et des marchandises en mettant toutes les économies en concurrence. Le seul moyen de sortir l'ONU de ces difficultés et de ces crises
est une mobilisation populaire permettant de donner du poids à son Assemblée générale et soit d'élargir les conseils de sécurité aux pays du Sud, ou bien soit de supprimer ce conseil de sécurité, tout en sortant de cette gouvernance oligarchique qui a été inventée il y a maintenant quelques décennies avec ce qu'on appelle le G7. Heureusement que les agences de l'ONU font preuve chaque jour de leur utilité, mais elles sont contestées, comme on le voit par exemple avec l'agence chargée de l'aide aux réfugiés palestiniens. Il est positif aussi que les Nations unies aient pu prendre de nouvelles initiatives, comme les grandes conférences pour le climat, la biodiversité, qui permettent des grands débats mondiaux, mais les décisions qui sont prises sont peu contraignantes. Et malheureusement, le poids des intérêts capitalistes amenuise aussi la portée de ces conférences, comme on vient de le voir avec la 29e conférence de Bakou sur le climat ou celle sur la réduction des plastiques. Dans les deux cas, c'est l'intérêt des firmes pétrolières qui ont prévalu au détriment de la vie sur Terre. L'un des enjeux, donc, pour tout révolutionnaire, est d'expliquer, de soutenir, de participer, de porter le mouvement mondial des jeunes pour le climat. Il faut se rendre compte de quoi nous parlons. La catastrophe qui a eu lieu à Valence en Espagne il y a quelques semaines de cela a occasionné des dégâts considérables et au moins 200 morts, des blessés, des gens qui seront marqués à vie. Maintenant, le président de la région demande à l'État central espagnol 31 milliards d'euros d'aide. 31 milliards, c'est le produit intérieur brut annuel de cette même région. De 1970 à 2011, les catastrophes ont fait 2 millions de morts à travers le monde et occasionné 4 300 milliards de dollars de pertes. Et il y avait en 2005 un rapport, le rapport Stern, qui disait que le coût des bouleversements climatiques serait entre 5 et 20% du produit brut mondial, c'est-à-dire des richesses produites à l'échelle mondiale, alors que la lutte contre les dérèglements ne coûterait que 1% de ces richesses. Autrement dit, on est face là à un enjeu considérable à tout point de vue, y compris même pour le système qui est plongé dans des contradictions insurmontables. Il y a une nouveauté dans ce monde en gestation qui est issu de la colonisation et de la structuration de plus en plus importante. Il y a ce qu'on appelle désormais l'organisation du Sud global. Au sein de celui-ci se développent de nouvelles formes de conflictualité avec l'irruption d'acteurs non étatiques dans l'espace mondial. Ils apparaissent comme les défenseurs des populations après l'échec du soviétisme et la destruction méthodique des mouvements laïques de libération nationale, des syndicats, des partis socialistes ou communistes par les autorités américaines. Des conflits intra-étatiques et des tensions violentes liées au changement climatique, aux humiliations et plus généralement aux insécurités humaines deviennent aujourd'hui des marqueurs sanglants. Le monde, comme on dit souvent, est globalisé, mais le monde n'est pas commun. Une partie des populations mondiales ont le fort sentiment d'exclusion, de rejet, de rabaissement. On vient encore de le voir avec cette 29e conférence sur le climat qui s'est conclue il y a quelques jours, avec le refus des pays du Nord qui sont pourtant responsables des modifications climatiques, d'engager une solidarité financière à hauteur des problématiques qu'ils doivent affronter. Mais on l'avait déjà vu au moment de la nécessité de partager les vaccins pour lutter contre le Covid. Plus généralement, la prédominance du dollar dans les échanges internationaux, l'extraterritorialité du droit nord-américain dans le monde devient de moins en moins supportable. L'un des enjeux est de mettre fin à ces humiliations que subissent les peuples du Sud global, j'emploie cette expression peu discutable à dessein pour me faire comprendre, mais dont il faut répéter que ces coalitions qui se retrouvent aujourd'hui dans les BRICS
sont constituées de constructions nationales et d'histoires très différentes, de systèmes politiques très différents, de rapports souvent aussi éloignés avec la liberté. Mais faire participer ce Sud global aux instances de gouvernement du monde est devenu aujourd'hui l'une des conditions pour de nouvelles relations internationales. Entre parenthèses, je veux dire qu'il ne faut pas croire qu'un Africain qui brandit un drapeau russe dans une manifestation à Dakar, à Ouagadougou ou à Kano au Nigeria soutient les vertus de Poutine. Pas du tout. Il s'agit pour lui de dénoncer le colonialisme français. Donc ne pas mettre fin aux humiliations, c'est ouvrir la porte à des aventures, à des intégrismes religieux, au terrorisme ou à des populismes qui en aucun cas ne constitueront des alternatives au capitalisme et aux impérialismes. De cela, je déduis que les forces progressistes en Occident ont également la responsabilité de tisser de nouveaux liens avec tous les travailleurs, tous les peuples du monde pour combattre le concept d'un Occident qui serait civilisé, l'Occident civilisé, comme ils disent, qui lui donnerait de ce fait le droit de régir le monde à partir de ses surplombs et de sa verticalité. De ce point de vue, d'ailleurs, je combats un oxymore quand est avancé le concept de choc des civilisations. La civilisation ne produit jamais de choc, c'est la barbarie qui produit des chocs. Donc c'est bien le choc des barbaries qui est en train de se produire. Les échanges internationaux économiques autant que culturels devraient effectivement être encouragés. Ce qui devrait être encouragé, poussé en avant, ce devrait être la coopération entre les peuples. Seulement, ce qui domine aujourd'hui, c'est une tentative d'uniformisation culturelle avec la mainmise de quelques firmes numériques nord-américaines qui essaient également de contrôler l'information et la mise en place de traités, de plus en plus de traités dits de libre-échange, qui sont en fait des textes de codification de la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, alors que la circulation des êtres humains est restreinte. Ces deux aspects sont nocifs et porteurs de tensions. D'une part, elles alimentent la guerre économique. D'autre part, elles font de l'étranger un ennemi, un non semblable. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas venir des gens comme Meloni, Trump ou Orban ne font pas venir des étrangers, des immigrés pour le travail, mais c'est précisément pour cultiver l'inégalité de droit devant le travail. C'est à partir de ce terme que se déploie une véritable rétractation identitaire et souverainiste qu'engendre le poison de la paire que poussent les populismes d'extrême droite, loin de Kant qui vantait l'hospitalité universelle comme facteur de la paix universelle. Les promoteurs de haine et de guerre agitent sans cesse de fictives menaces sur la civilisation européenne, stigmatisent un prétendu grand remplacement, ont remplacé le grand projet humain de l'égalité des droits par le concept d'égalité des chances, porte par laquelle on fait entrer des catégories comme les ayants droit ou les sans droit. Or, de nouvelles relations pour un monde de paix reposent sur l'hospitalité, sur le respect de l'égalité des droits, ce qui implique de combattre la guerre culturelle menée par ce que l'international des réactionnaires appelle désormais le wokisme. Les puissantes luttes féministes antiracistes, les luttes décoloniales, sont partie intégrante de la lutte des classes et d'un travail pour unifier les dominés et les exploités. Le cœur du capitalisme repose, comme toujours, sur la division, la concurrence entre travailleurs et sur l'adhésion au concept d'inégalité face au travail qui s'oppose à la conquête des droits. Ce qui a été qualifié par Montesquieu de doux commerce est muet en guerre économique sous des logiques concurrentielles qu'exacerbe le capitalisme mondialisé et financiarisé. Ce dernier combine la compétition de puissance et la compétition économique, non pas toujours entre États, mais entre firmes capitalistes transnationales soutenues par leurs États respectifs. Pour gagner cette guerre, on abaisse partout le niveau des droits sociaux, des droits de l'environnement et des droits à la santé ou à l'éducation.
Ainsi, le traité qui se discute en ce moment avec le Mercosur est devenu, et c'est une très bonne chose, un objet de délibération publique, comme l'avaient d'ailleurs été les traités constitutionnels il y a quelques années de ça. Donc, un débat public autour de ce traité et d'action populaire grâce au travail de 450 organisations, associations, syndicats, du mouvement paysan, des deux côtés de l'Atlantique, de 800 communes en Europe qui ont voté des résolutions pour l'abandonner. Il a été maintes fois démontré combien son application aurait des conséquences néfastes sur l'environnement, la santé humaine, la vie des territoires, de nos campagnes bocagères, tout en détruisant la forêt amazonienne et en augmentant le nombre de paysans sans terre au Brésil et en Argentine. Ce qui est insuffisamment dit, c'est qu'il est néfaste pour les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Les organisations brésiliennes ont montré à quel point il était préjudiciable à l'Amérique latine en donnant, je cite leur texte, un traité néocolonial et en précisant que, je cite toujours, l'approbation d'un tel accord asymétrique qui reproduit la logique coloniale des éternels fournisseurs de matières premières et importateurs de produits industrialisés serait un véritable désastre. Des universitaires en Amérique latine ont montré que ce traité approfondira encore l'ancienne division du travail entre pays du Nord et pays du Sud en verrouillant l'économie des pays du Mercosur vers la production de matières premières à faible valeur ajoutée. Les syndicats argentins estiment à 186 000 le nombre d'emplois industriels menacés dans leur pays, mais de cela, ils s'en parlent très peu dans nos débats, notamment dans les assemblées parlementaires. Dans ces conditions, la solidarité d'action des travailleurs et des créateurs des deux côtés de l'Atlantique peut ouvrir la voie à des relations nouvelles, non plus fondées sur la domination et l'exploitation, mais sur la solidarité et la coopération. Elle peut créer des liens de qualité nouvelle, d'échanges équitables qui tournent le dos à la loi du capital international et de ces tribunaux privés et pour la réalisation de projets écologiques et culturels communs. Elle peut porter des partenariats de type nouveau visant des échanges commerciaux et des investissements communs, des transferts de technologies, des partages de connaissances, sans propriété intellectuelle contrôlée par les firmes transnationales, des partages de culture auxquels il convient d'ajouter la reconnaissance des dettes et les réparations qui sont liées à la colonisation et des mesures véritables de décolonisation. Autant d'objectifs qui ne peuvent être atteints sans progresser vers un dépassement, vers l'abolition d'un système économique qui est fondé sur l'appropriation des fruits du travail de l'immense majorité et sur la discrimination envers les femmes et les immigrés. Et donc partout se pose aujourd'hui au peuple, aux salariés du monde entier, cette question de l'appropriation des moyens de production et d'échange. L'enjeu aujourd'hui est de défricher un processus qui pousserait toujours plus le monde vers ce qu'on pourrait appeler un plus haut degré de civilisation. Un monde des communs, donc. D'ailleurs, penser à partir des communs est à la fois le processus par lequel on pourra gérer les ressources en respectant la nature et les animaux, tout autant que le moyen de prévention des conflits et de gagner non plus des guerres, mais la paix, car la paix est elle-même un bien commun. Et cette paix ne peut pas jaillir des insécurités sociales liées au dogme de la mise en concurrence de tous contre tous sur la planète, qui engendre l'aggravation des inégalités et l'accaparement des richesses issues du travail par une infime minorité et des inégalités entre les femmes et les hommes, des insécurités environnementales et climatiques résultant de la surexploitation de la nature. De ce point de vue, le traitement de fond de ces urgences sociales, sanitaires, climatiques, culturelles, politiques, est au cœur de tout projet de paix. Autrement dit, la paix
elle est l'exact contraire de l'insécurité humaine. Et quand on regarde un certain nombre de conflits aujourd'hui, on comprend que la guerre, elle nourrit les insécurités et les insécurités nourrissent cette guerre. On a vu comment la guerre et un séisme ont provoqué 13 millions d'affamés en Syrie. Aujourd'hui, 80% des personnes les plus affamées dans le monde vivent dans le territoire de Gaza sous les bombardements continus de l'armée commandée par le pouvoir d'extrême droite israélien. Les guerres armées se combinent aujourd'hui aux guerres économiques et au pillage des ressources des pays du Sud par le grand capital des pays du Nord. L'une des raisons de l'empressement à faire signer le traité Mercosur après celui passé avec le Chili est le pillage de matières premières comme le lithium pour fabriquer nos voitures électriques. La guerre au Congo, dont personne ne parle, a provoqué 6 millions de morts, déplacé 5 800 000 personnes. Elle est absente de tous les radars parce que les grands trusts capitalistes ont besoin du silence pour piller l'or blanc, ce qu'on appelle l'or blanc au Congo, c'est-à-dire le coltan, qui est un minerai rare qui sert à fabriquer nos téléphones portables. La guerre au Soudan, dont on ne parle pas plus, a fait 150 000 morts civiles du fait de bombardements, de massacres, de la famine et des épidémies. Sur une population de plus de 43 millions d'habitants en 2018, 13 millions ont dû fuir leur maison, errant sur les routes et affrontant les pires difficultés pour avoir la vie sauve. Les rivalités claniques et ethniques, le ressentiment à l'égard des élites, mais aussi les rivalités internationales pour s'accaparer l'or dont le Soudan est l'un des principaux producteurs africains, de même que le contrôle de sa large frontière maritime, qui est un point de passage majeur du commerce mondial, sont les composantes de ce conflit et de son internalisation, dont je dis entre parenthèses, on y retrouve quasiment les mêmes acteurs que dans les guerres actuelles, notamment la guerre en Ukraine. On peut ajouter de multiples d'autres exemples, dont des exemples qui nous toucheraient peut-être plus, comme ceux de l'uranium ou du plutonium que nous allons chercher au Niger pour faire tourner nos centrales nucléaires, ou bien celle du blé ukrainien. Au lieu de s'aligner donc sur une ligne atlantiste, comme elles le font aujourd'hui, la France et l'Union européenne pourraient être des acteurs d'une autre régulation et de la paix. Mais on l'a vu, elles ont refusé de s'allier avec les pays comme le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, pour ouvrir des médiations entre la Russie et l'Ukraine. Plus loin, les pays ont refusé tout appel du pape François. Or, la guerre Russie-Ukraine aujourd'hui est en train de dégénérer en une guerre OTAN-Russie pour des intérêts géoéconomiques et géostratégiques. On nous a dit que l'engagement de l'OTAN et de l'Union européenne est défendu au nom de ce qu'ils appellent nos valeurs. En vérité, il n'y a pas de valeur du tout. S'il y en a une, ce sont des valeurs financières. Parce que quelle valeur conduit les pays occidentaux à manifester un soutien inconditionnel au gouvernement de droite et d'extrême droite en Israël, à lui permettre de bafouer toutes les résolutions de l'ONU, à fournir argent et armes qui servent à tuer en majorité des enfants à Gaza, à détruire la vie dans ce petit territoire en étouffant les populations, jusqu'à interdire l'aide humanitaire, à bafouer la justice internationale, qui a qualifié la situation de possible génocide, alors que se poursuit l'annexion de la Cisjordanie, de Jérusalem, Jérusalem-Est, et que se poursuit la répression contre les travailleurs et les populations palestiniennes partout. Pire que cela encore, au nom de quelle valeur notre pays, par exemple, subvertit une décision de la Cour pénale internationale qui vient de lancer un mandat d'arrêt, notamment contre Netanyahou, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, alors que la France est partie prenante de cette même Cour. Quelle valeur
invoquée quand notre propre pays s'aligne sur le Maroc à propos du Sahara occidental, contre le droit international et contre la position traditionnelle de la France. Donc, au lieu de faire valoir la justice et le droit international, de discuter avec l'Organisation mondiale, l'Organisation de libération de la Palestine, les pays occidentaux ont contribué à laisser Israël créer le Hamas, à nourrir le terrorisme pour ouvrir les voies au projet nationaliste du Grand Israël dans lequel la Palestine n'existe pas. Et c'est ce qui a été fait dans l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient et dans de nombreux pays d'Afrique, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la destruction des mouvements de libération nationale et des mouvements progressistes. Car s'agissant de Israël et de la Palestine, tout le monde connaît bien la solution. C'est l'application des résolutions de l'ONU qui prévoit 2 États qui vivent côte à côte et en sécurité dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais peut-être se rendra compte au fur et à mesure des semaines et des mois que la participation directe des États-Unis et des instances européennes à la guerre génocidaire à Gaza constitue sans doute un tournant dans l'histoire mondiale et dans la manière dont les peuples de ce fameux Sud global vont percevoir l'Occident alors que cette image était déjà singulièrement écornée. D'autant que l'engagement aux côtés de l'extrême droite israélienne se fait contre les alertes et les appels même du secrétaire général des Nations Unies. Cela laissera vraisemblablement des traces profondes au sein des populations du Proche et du Moyen-Orient, dans un contexte où ces populations vivent déjà une violente crise sociale. Mais l'un des marqueurs sera la juxtaposition de la condamnation justifiée de l'offensive guerrière russe contre l'Ukraine au nom du droit international, alors que d'un autre côté, le pouvoir israélien, avec la complicité des États-Unis, revendique de le bafouer lorsqu'il s'agit des Palestiniens, à qui les États-Unis, mais aussi la France, comme l'Allemagne, refusent le droit à vivre sur leur terre et à bâtir un État. Autant la dénonciation et les campagnes contre les attaques terroristes du Hamas sont totalement justifiées, autant la faible compassion à l'égard des 180 000 morts dus, ce sont des chiffres du journal londonien The Lancet, dus à la guerre de Gaza, est un signe de mépris et d'humiliation. On se souvient d'ailleurs, c'est une anecdote, que le journal Le Monde, après les attentats du 11 septembre, vous vous rappelez sans doute ça, avait barré sa une avec ces mots « Nous sommes tous Américains ». Mais nous attendons le journal qui aujourd'hui titrera « Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Soudanais ou nous sommes tous Rwandais ». Des guerres de nature nouvelle qui sont en cours appelleraient une médiation des dialogues et des politiques de réparation quand ces conflits résultent de l'agonie de la colonisation. Elles appellent pour cesser l'élaboration d'un contrat social avec les populations, la démocratie qui leur permettrait de bâtir leurs institutions et de réinventer les relations entre citoyens. C'est ce que tentent de faire de nombreuses organisations non gouvernementales. Personnellement, je crois qu'il faudrait les soutenir plus, sachant que leurs efforts sont souvent, presque toujours, torpillés au nom des intérêts économiques. En même temps, il ne faut pas cacher que le chemin de la lutte contre les obscurantismes djihadistes et bien d'autres, de toutes les religions intégristes à travers le monde, il n'y a pas que celle-là, se confond avec le combat pour la justice sociale, l'émancipation des peuples, le respect du pluralisme politique et la possibilité pour les travailleurs de se défendre dans des organisations syndicales. L'égalité des genres est aussi un combat pour la paix. La paix ne peut en effet se construire en excluant la moitié de l'humanité. C'est ce que porte d'ailleurs la première résolution sur cet enjeu, la résolution qu'on appelle 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui date du 31 octobre 2000 sur, je cite, « les femmes, la paix et la sécurité »
pour la reconnaissance de l'impact des conflits armés sur les femmes, pour l'exigence de leur protection et de leur participation aux accords de paix. Elle est pensée à partir de 3 éléments: la prise de conscience du fait que les femmes sont les premières victimes des guerres et des cibles privilégiées, en particulier au travers des violences sexuelles devenues des armes de guerre, la prise de conscience de leur rôle dans la prévention des conflits, la prise de conscience de leur poids décisif dans le rétablissement de la paix et de leur rôle de réinvention des liens sociaux qui est crucial. Il n'y aura donc pas de solution aux insécurités sans réhabiliter l'ONU et les agences de l'ONU qui combattent ces insécurités humaines. Au-delà de l'ONU, c'est l'ensemble du système de relations internationales et du système financier qu'il faudrait refonder. Par exemple, progresser vers les communs implique un débat sur les moyens de mettre fin à la prédominance du dollar. C'est d'ailleurs un des enjeux des BRICS aujourd'hui dans les échanges internationaux, au profit d'une monnaie commune mondiale dont l'embryon existe déjà, avec ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux qui sont régulièrement utilisés. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire face aux insécurités humaines et particulièrement au changement climatique. J'ai donné les chiffres de ce que ça coûtera d'y faire face, sans inventer un mécanisme nouveau placé sous le contrôle des salariés et des peuples en général, qui est la création monétaire. Il n'y aura pas, on ne peut pas financer la transformation, la bifurcation écologique et environnementale en général par de la dette monétaire. Il faut de la création monétaire non remboursable. Il faut un processus qui mette fin à l'OTAN au profit d'autre chose, d'un système mondial de sécurité commune qui inclut, lui, un processus de désarmement en commençant par le désarmement nucléaire. Il faut en même temps transformer l'Organisation mondiale du commerce en une organisation qui s'occuperait de la coopération entre les peuples et les États, qui promouvant les échanges équitables en tenant compte des nécessités de cette bifurcation écologique. En vertu du chapitre 5 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est chargé, je le cite, de maintenir la paix et la sécurité internationale, avec malheureusement le peu de résultats que nous connaissons. Cependant, il y a une résolution qui s'appelle la résolution 377, qui a été adoptée en 1950, qui s'appelle la résolution pour l'Union pour le maintien de la paix, qui a étendu les compétences de l'Assemblée générale au maintien de la paix et a donc élargi ses prérogatives à l'examen des sujets qui étaient auparavant réservés au Conseil de sécurité. Autrement dit, s'il y avait la volonté et un mouvement suffisant, l'Assemblée générale de l'ONU pourrait, dans les cas de l'Ukraine et du Proche-Orient, prendre des initiatives, par exemple de protection des civils, pour déployer des casques bleus, pour protéger les citoyens, par exemple de la bande de Gaza et des citoyens ukrainiens qui sont aujourd'hui victimes des bombardements. Mais il y a une autre question peut-être à se poser aujourd'hui. Cet article de la Charte de l'ONU qui assigne au Conseil de sécurité le maintien de la paix, ne devrait-il pas être réécrit aujourd'hui en lui donnant pour objectif de construire la paix, ce qui n'est pas tout à fait la même orientation. De cela, il pourrait découler un rôle renforcé du programme des Nations Unies pour le développement. Ce programme est trop sous-estimé. Or, il permettrait de traiter un projet beaucoup plus large de sécurité humaine globale. Une telle orientation amènerait à traiter la grande question de sécurité sociale et environnementale internationale afin d'assécher les sources de nombreux conflits. Ce serait s'atteler à la nécessité d'abord de prévenir les conflits au lieu seulement de tenter
de les guérir. Je crois aussi qu'un nouveau projet politique de paix et de sécurité humaine implique, à mon sens, que les travailleurs au sens large, quand je dis les travailleurs, c'est les travailleurs et les travailleurs qui ne sont plus en activité, qui ont pris leur retraite, cherchent des chemins pour leur unité par-delà les différentes situations et qu'ensemble ils conquièrent leur souveraineté politique sur la production et le travail. Et c'est pour ça qu'en début de cet exposé, j'ai parlé des résistances qui s'organisaient. Mais c'est un saut démocratique de grande ampleur qu'il faudrait imaginer aujourd'hui, au-delà de la citoyenneté dans la cité quand elle existe. Il s'agirait de conquérir autre chose en ajoutant à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens les droits des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire le pouvoir réel sur le travail et la production, comme sur la création monétaire, pour un contrat social et environnemental mondial. Donc, je suis pour combiner à la fois ce grand enjeu de sécurité humaine globale qui est aujourd'hui à l'ordre du jour et la paix. L'un ne va pas sans l'autre, l'un va avec l'autre, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un pacte mondial de sécurité humaine globale qui protégerait chaque habitante et chaque habitant de la planète et l'ensemble du vivant précisément de ces insécurités et de ces guerres. Évidemment, ça implique de mettre fin aux concurrences et à tous ces dogmes qui fleurissent autour de la compétitivité. Merci bien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir immédiatement à l'intervention de Patrick? Michel, alors? En fait, je veux poser juste un problème parce que c'est quelque chose qui me turlupine. C'est au sujet du conflit israélo-palestinien. Bon, on est tous d'accord, c'est absolument lamentable, odieux. La position de la France est une honte planétaire. Je ne plaisante pas quand je dis c'est une honte planétaire. Je crois que le peu de crédit que l'image de la France doit avoir à travers le monde est complètement balayé par Macron et sa politique. Bon, je laisse ça de côté. Je veux évoquer quelque chose qui vient comme une espèce de réflexe dans les auteurs d'articles qui portent sur la situation au Moyen-Orient et qui consiste à dire la solution, c'est les deux États. La solution, c'est les deux États. J'avoue que pendant longtemps, je n'avais aucune idée sur quelle était la solution idéale. Et puis, j'ai lu le livre de Shlomo Sand, qu'il a publié l'an dernier à peu près. J'ai lu également des articles d'Edouard Saïd que Éric Hazan a publié avant de décéder, republié avant de décéder, des articles qui datent de l'année 1993 à 1999 et qui m'ont amené à envisager la solution qui paraît la plus logique, aussi bien pour le Palestinien Edouard Saïd décédé que pour Shlomo Sand, l'historien israélien. Ce n'est pas la solution à deux États, c'est la solution à un État binational. La solution à deux États, c'est quand on considère les modalités adoptées dans le cadre des accords d'Oslo, c'est absolument inimaginable. J'avais lu un article, un bouquin d'une historienne israélienne, Tania Reinhardt. Elle avait titré son livre « Détruire la Palestine ». Parce que les conditions de l'accord pulvérisaient le territoire palestinien, concédé aux Palestiniens, parce que les colonies ne disparaissaient pas, il y avait toujours les voies réservées aux Israéliens, etc. Ça nitait complètement tout. Et tout ça parce que, comme le dit
en insistant lourdement Edouard Saïd, l'OLP était fondamentalement corrompu, Arafat était corrompu, despote, démagogue, tout ce que vous voulez, et vénal. Et pour exercer du pouvoir, et un pouvoir autoritaire, il était prêt à concéder tout à Israël. La solution à un seul État binational, ça permettrait de balayer le reproche légitime que l'on fait à Israël, à savoir que c'est un système d'apartheid. Pas seulement dans les États, dans les territoires colonisés, mais même en Israël, il y a un apartheid, c'est-à-dire un traitement différent selon que vous êtes israélien arabe ou selon que vous êtes israélien juif. Simplement, justement pour la question de l'accès à la terre. C'est quelque chose que j'ai découvert c'est inouï dans le livre de Edouard Saïd. Et je précise, Edouard Saïd, il n'arrête pas de répéter, il faut bien comprendre, il faut bien que les Palestiniens comprennent que les Juifs ont souffert comme nous souffrons. Il faut en tenir compte et c'est pour ça qu'il est pour une cohabitation des deux communautés. Ce qu'il dit, c'est hallucinant. En 1948, il y a eu non pas une Nakba, c'est un nettoyage ethnique. Ils ont instauré un système de terreur pour faire fuir. Leur espoir, c'était de faire fuir tous les Palestiniens. Seulement, il y en a qui sont restés, il y a encore 21% d'Israéliens qui sont arabes. Mais tous ceux qui ont foutu le camp et qui espéraient revenir une fois que les choses seraient calmées, d'abord, on leur a interdit de revenir, on leur a piqué leurs terres, on a décrété que c'était des terres juives, et les Israéliens d'origine arabe ne peuvent pas acheter des terres dites juives. C'est de l'apartheid, ça, ni plus ni moins. Le titre du livre Edouard Saïd, c'est Israël-Palestine, l'égalité ou rien. C'est ça l'égalité. Ne pas faire une différence en termes de citoyenneté entre un citoyen juif et un citoyen palestinien, les mettre devant les mêmes droits, mais leur accorder, c'est ça l'idée de binationalité, la possibilité de vivre leur culture de manière indépendante avec un front commun qui serait assumé par un État unique. Voilà. Merci Michel. Et moi, tant que j'y suis, je vous invite à lire un livre qui a été présenté il y a quelques jours et dont vous pourrez retrouver les éléments dans une interview dont j'ai fait une captation vidéo récemment. C'est une biographie d'un Israélien donc qui a fait tout son service militaire dans les territoires occupés et qui a cheminé vers progressivement un engagement pour une reconnaissance d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Le débat est ouvert, hein, Michel. Attends, mais c'est pas ça. Pour moi, la question elle n'est pas là. La question, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est moins ça, c'est ce qu'il dit lui par rapport en tant qu'Israélien, qui a vécu tout un chemin qui l'amène à aujourd'hui s'engager dans une association qui s'appelle Rompre le silence, Breaking Silent, qui est une organisation israélienne qui témoigne, et la plupart témoignent de leur pratique militaire, je dirais, dans leur service militaire, dans leur pratique, compris à l'occasion de leur prise de responsabilité dans la réserve, et qui dénoncent évidemment tout ce qui est en train de se passer et qui, bien entendu, recherchent une issue à cette situation. Et je dis simplement, il n'est pas contre un État, mais il dit dans les conditions d'aujourd'hui, c'est impossible. Il dit donc qu'il faut passer par deux États parce que sinon, on n'arrivera pas à une solution. Mais ce que je voulais dire, moi, par là, c'est simplement qu'il faut entendre les gens concernés là-bas et qui vivent sur le terrain la terrible expérience dont on est en train de parler et d'abord pour mieux comprendre pourquoi une grande partie du peuple israélien soutient peu ou prou, même s'il y a eu de grandes manifestations récemment, je dirais ce qui se passe, et ont une quasi totale méconnaissance de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe dans les territoires occupés, et qui doit nous interpeller nous-mêmes pour faire rompre, comme le dit Ivar, la personne que j'ai invitée,
pour rompre le silence. Bon, mais je préfère que ce soit Patrick qui nous donne un petit peu des éléments complémentaires sur comment il voit les choses et comment on peut sortir de cette situation avec une solution la plus rapide possible qui commence par d'abord un cessez-le-feu. Patrick, ton micro, ton micro. Ton micro est fermé. Voilà, Ouais, vas-y. d'accord. Non, j'ai rien de plus à dire. Je sais que c'est l'objet de discussions un peu partout, y compris à l'autorité, dans l'autorité palestinienne. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas exagérer. Dire que Arafat était corrompu, je l'ai rencontré très souvent, j'ai vu dans quelles conditions il vivait. Je pense qu'il vivait bien moins euh, bien que moi. Les accords d'Oslo non plus. Les accords d'Oslo étaient un chemin qui permettait aux Palestiniens de disposer de leurs terres, de faire leur État. Le seul problème des accords d'Oslo, c'est qu'ils n'ont jamais été respectés. Ils n'ont jamais été mis en œuvre. Et dans les conditions qu'il y a aujourd'hui, euh, oui, le système israélien est de plus en plus un système d'apartheid, mais euh, si on élargit le spectre, on continuera de maintenir l'apartheid, d'autant que la, la législation israélienne aujourd'hui, la législation de la majorité de la Knesset et du gouvernement israélien, c'est que Israël est déclaré non pas comme un État laïque, mais un État juif, ce qui aggrave les problèmes. Et on voit bien comment sont traités, par exemple, les parlementaires progressistes aujourd'hui à la Knesset, qui régulièrement sont mis. Mais derrière ça, euh, sont exclus pour un temps ou parfois pour toujours. Mais derrière soi, il y a un projet plus profond, c'est-à-dire on ne peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas raisonner, c'est ce que j'essaye de penser ça, sans raisonner les rapports de domination intercapitalistes, interimpérialistes, dont celle des États-Unis qui fait de Israël la pointe avancée euh, entre guillemets, de l'Occident là-bas. On continue d'ailleurs à nous présenter Israël aujourd'hui comme la plus grande démocratie du monde arabe. Je ne sais pas où est la démocratie dans ce pays. C'est démocratie. Et cet enjeu du grand Israël-là, il se recoupe évidemment avec des enjeux d'influence, de domination, mais aussi des enjeux de captation des ressources, notamment une partie des ressources énergétiques, puisque on sait qu'un certain nombre de tuyaux pour le gaz aujourd'hui sont destinés à passer à Gaza, et on sait que au large de Haïfa, qui est maintenant devenu israélien, et au large de Gaza, il y a d'énormes réserves de gaz. Et un des objets cachés de l'ensemble de ces guerres, et ça, il y a ce qu'on raconte, en façade, mais il y a les réalités de cette domination-là. Donc, ça ne sortirait ni les travailleurs israéliens ni les travailleurs palestiniens de cette domination, quel que soit le cas de figure qu'on veut regarder, parce que même un État palestinien, s'il n'est pas aidé de manière considérable par l'Union européenne et par les États-Unis, aurait du mal à être viable dans les conditions d'aujourd'hui, puisqu'ils on le prive de toute ressource, jusqu'à l'eau aujourd'hui, qui est totalement privatisée par les Israéliens. Donc, on sait bien que ce débat existe, mais une des questions aujourd'hui, c'est quand même de revenir à la reconnaissance de la Palestine. Une dernière question, Fabien.
En fait, c'est une échelle, je pense qu'on l'a bien, la question n'est pas seulement institutionnelle, un État ou un État, c'est une question de rapport de domination. Mais je suis sûr que c'est à deux États, il y en a un qui va écraser l'autre, et j'ai ma petite idée sur qui sera celui qui sera écrasé. Après, sur la deuxième chose que je voulais intervenir, c'était sur l'ONU. Il faudrait donner plus de poids à l'Assemblée générale de l'ONU. Certes, mais qu'est-ce que c'est l'ONU? C'est une commission d'État. Et les États, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont chacun leurs intérêts. Ils ont chacun leurs intérêts et les plus puissants essaient d'imposer leurs propres intérêts. Donc, à partir du moment où les États les plus puissants ne peuvent pas accepter les résolutions que vote l'ONU, eh ben, ils ne les accepteront pas, elles ne seront pas acceptées. Donc, si j'applique à l'ONU l'analyse de l'État qu'on pourrait faire d'un point de vue marxiste, l'État, c'est un outil de domination de la classe dominante, et l'ONU, c'est une coalition des États de domination de la classe dominante. D'une certaine manière, si je le dis de manière un peu abrupte, ça s'appelle des trappes. C'est les États puissants qui se bagarrent entre eux pour écraser un petit peu plus les autres. Et là, je le dis de manière très posée. Mais en réalité, je ne vois pas en quoi exactement, si ce n'est que faire une translation, je ne vois pas en quoi que donner du poids à l'ONU, ça empêchera les États puissants de dominer les peuples d'État. Et à toi, Patrick. Comment? Je dis à Oui, toi. oui. Oui, j'espère que j'ai tout bien compris parce que je n'entends pas Oui, je m'en totalement doute. bien, mais bon, on dit les intérêts des États. C'est de quoi exactement on parle? Est-ce que c'est l'intérêt de la nation? Est-ce que c'est l'intérêt de la population de l'État concerné? Moi, je commence à contester, je vois bien ce que ça veut dire, mais je commence à contester de plus en plus cette formulation que j'emploie aussi de temps en temps, les intérêts des États. La vérité, il s'agit des intérêts capitalistes. C'est dans chaque État soutient ces firmes capitalistes. On voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe au sein de l'Union européenne, on en parle très peu, mais les États-Unis profitent de la guerre en Ukraine non pas seulement pour fourguer leurs armements au détriment de la fabrique d'armement européen, contrairement à ce qui se dit dans un certain nombre de journaux en Europe. C'est que les États-Unis, ils font ça, mais en même temps, surtout, ils sont en train de mettre à genoux un certain nombre de secteurs économiques en Europe. Mais ce n'est pas les États-Unis comme États-Unis. Les dirigeants des États-Unis ne sont que les mandataires de leur firme capitaliste. Quand on oblige à ne plus prendre de gaz et de pétrole russe, eh bien, on renchérit forcément le prix des matières énergétiques pour l'industrie automobile allemande, française, italienne et quelques autres. Et on se trouve avec cette situation aujourd'hui où BMW, on ne sait pas si BMW dans 5 ans ne sera pas américain. Et donc, parce que c'est une situation intenable. Et cette crise de l'automobile, elle est ici aussi. Et on a ajouté à ça de surcroît en disant aux gens, ben, vous allez acheter des automobiles électriques. Très bien. Quand ils se sont mis à en acheter des automobiles électriques pas chers, c'était des automobiles chinoises, et on leur a dit, ah non, mais il ne faut pas acheter cela, donc on va vous les surtaxer. Donc on voit bien que quand on dit, c'est les allemands qui protègent des intérêts capitalistes. Mais ne pas avoir d'instance de discussion, de régulation dans lequel le monde entier est représenté pour discuter, ça veut dire qu'on ouvre la porte à la loi de la jungle. C'est le débat qu'il y a aujourd'hui dans le monde et en France autour de la question de l'état de droit et du droit international. Ce que vient de faire le président de la République avec le Sahara occidental ou ce qu'il fait à propos de la Cour pénale internationale. Mais ça confine exactement à ce que veulent les nationalistes de tout poil à travers le monde.
c'est-à-dire la loi de la jungle, le non-respect de toute règle internationale. Le problème n'est pas que nous ayons l'ONU, le problème c'est que telle qu'elle est façonnée, correspondait à un état du monde à l'époque, à un certain rapport de force, à une multitude de choses que vous connaissez par ailleurs, ceci s'effondre aujourd'hui parce que des États, précisément, pour maintenir leur domination, rayent d'un trait de plume le droit international. Et le droit international, c'est l'Organisation des Nations Unies qui en est la garante. Mais le problème n'est pas l'Organisation des Nations Unies. Le problème, ce sont les pays dominants, les États-Unis, la Russie, la Chine, selon les sujets, qui bloquent toute décision commune. Et quand on voit ce qui s'est passé à Bakou, les conférences climat, elles sont bien indispensables. Il faut bien qu'on discute entre nous. Il faut bien qu'on vérifie que ce qui a été décidé depuis la conférence de Rio de 92, faut bien vérifier que les choses avancent et qu'on n'est pas justement en train de marcher vers le gouffre. Elles sont indispensables. Mais on voit bien qu'elles sont détournées par les grandes firmes pétrolières. Faire des conférences climat sous la houlette des pétroliers d'Arabie Saoudite, puis d'Azerbaïdjan et demain de ceux du Brésil, ne pourra qu'aboutir à ce résultat-là qui est très néfaste. Donc la question n'est pas, même autour de la formule dépérissement de l'État, on pourrait en parler très 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 longtemps. Le dépérissement de l'État voulu par Marx, c'était le pouvoir des travailleurs et sur leur travail et sur la production. C'était ça la question essentielle. Il n'a jamais dit qu'il ne fallait plus aucun État pour réguler un certain nombre d'éléments de nos vies communes. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas faire du commun sans une instance qui pousserait vers du commun. Mais pour que cela se fasse, il faut arriver à construire des rapports de force populaires qui le permettent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui complètement, mais il y a un certain nombre de choses qui se font dans ces fameuses conférences climat, la conférence plastique, la conférence sur la biodiversité, certaines conférences pour la paix, et surtout ce mouvement naissant des BRICS, qui est aujourd'hui et je rappelle les BRICS, pour moi, moi je ne suis pas dans le monde bipolaire, je ne crois pas que c'est, mais les BRICS, ils portent quelque chose de fondamental, c'est le fait que les peuples soient traités et puissent participer à égalité aux affaires du monde. C'est ça la question qui porte. Après, dans les BRICS, il y a de tout, il y a même du pire. Donc, mais c'est un mouvement émergent aujourd'hui qui conteste à la fois l'hégémonie du dollar, puis conteste aussi l'OTAN. Alors peut-être pour rebondir, parce que je vois que le copain qui doit intervenir après, donc ça nous laisse quelques minutes, il n'est pas connecté, mais peut-être pour rebondir et t'interroger, ce que disait Fabien, enfin un des aspects de son intervention, c'est de dire, comme dans chaque pays, aujourd'hui, c'est les idées de la classe dominante qui sont les idées dominantes et les États sont le reflet de cette domination. Évidemment, ça peut donner le sentiment que, au niveau international, rien ne serait possible. Or, il y a pas si longtemps que ça, on a mené des batailles pour rappeler, je dirais, qu'il y a un acteur qui est oublié dans cette affaire. D'abord, ce sont les populations, qui certes, évidemment, ont des représentations et des actions contradictoires, mais n'empêche qu'elles interviennent dans le débat international. Et si on prend donc dans l'actualité récente ce qui s'est passé sur la question palestinienne et sur Gaza, c'est bien parce que il y a eu des mobilisations considérables, notamment de la jeunesse, dans le monde anglo-saxon, pas en France, mais dans le monde anglo-saxon,
qu'on a eu effectivement des bougées, y compris de la part de Biden à un certain moment, y compris de Macron à un autre moment, même si bien entendu, il n'est pas allé jusqu'au bout, je dirais, de la nécessité historique actuelle, qui serait dans un premier step, dans une première étape, la reconnaissance de l'État palestinien. Mais voilà, ça doit nous interroger parce que si on reste dans le schéma, c'est pas ce que Marx voulait dire d'ailleurs, hein, mais si on reste dans l'idée que finalement il n'y aurait rien à faire ou rien ne serait possible parce que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, on oublie d'abord qu'il y a une classe dominée et qu'elle a aussi des idées et qu'elle produit, y compris des expériences, des résistances, des actes de lutte et de transformation sociale. C'est moi une des questions que je porterai lors de mon intervention samedi, mais c'est effectivement restituer et peut-être que nous, là, en tant qu'intellectuels, en tant que scientifiques ou en tant qu'universitaires ou militants, on a besoin de travailler à restituer aux acteurs qui aujourd'hui sont paralysés dans l'abstention ou paralysés dans l'inaction, hein, ou avec un sentiment de résignation par rapport à ce qu'ils vivent, comment on leur redonne du carburant, si je vais le dire comme ça, pas pour faire ce que nous on veut, mais pour que eux mettent en œuvre, je dirais, les engagements dont ils ont besoin, bien dont ils ont besoin, qui convergent avec ceux dont on a besoin pour justement transformer l'ordre existant, c'est-à-dire faire du communisme jusqu'au bout. Mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà, c'est une petite contribution à la réflexion. Justement, ton point de vue sur l'articulation justement entre lutte sociale, lutte politique, lutte idéologique et comportement des structures et des infrastructures ou des superstructures, on dira comme on voudra, peu importe les mots, mais comment on articule effectivement ces combats sur le droit international, sur le rôle des structures internationales qui n'ont pas que du négatif. Parce que si on... Là, je vous invite, je vous renvoie aussi à un travail qu'a fait Daniel Durand il n'y a pas très très longtemps, qui était là hier, hein, qui nous a un peu évoqué, sur l'évolution du droit international. On pourrait avoir le sentiment que tout ça, ça se passe dans les superstructures, c'est donc le reflet des idées dominantes, mais il se passe des choses passionnantes et qui ont un grand intérêt pour l'avenir de la planète, pour l'avenir des relations entre les pays et les peuples, et bien entendu que ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui au regard des enjeux, mais qu'en même temps, ce sont des points d'appui considérables. Quand la Cour pénale internationale condamne Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, quasiment, pour risque de génocide à Gaza, enfin, c'est pas un fait politique majeur et on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Je veux dire, après, est-ce que ça va régler les problèmes? Je n'en sais rien. Vincent, tu souhaitais réagir? Plutôt, en allant plutôt dans le même sens. C'est-à-dire que bon, on a entendu il y a quelques mois celui qui est encore président français parler de la mort cérébrale de l'OTAN. La suite a prouvé qu'il s'agissait d'une fanfaronnade. Je ne voudrais pas que nous cédions à cette sorte de tendance de dire que l'ONU est en état de mort cérébrale alors qu'elle est en pleine activité et au cœur de contradictions portées au plus haut, tout simplement parce que c'est quand même un organisme international. Et de ce point de vue, je dirais qu'on a la preuve par l'envers du décor, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que Benjamin Netanyahou ait reçu la décision de la Cour pénale internationale avec plaisir, et on ne peut pas dire non plus qu'il a ménagé ses propos quand il a évoqué le rôle, la place et les prises de position du secrétaire général de l'ONU. Là, c'est la lutte des classes à ce niveau-là qui a lieu. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que cet organisme n'est pas marqué par des formes d'impuissance incroyables, mais ces formes d'impuissance, elles sont essentiellement liées au caractère, comment dirais-je, congelé du Conseil de sécurité,
il y a un rapport de force qui n'est plus le même en ce qui concerne l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a eu des prises de position d'une importance considérable, mais qui, effectivement, malheureusement, voir les résolutions sur Israël et la Palestine, évidemment des résolutions qui semblent rester de l'ordre de la rhétorique et qui sont de l'ordre de la rhétorique, mais pour des raisons de rapport de force mondiale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des avancées. Et par exemple, dans la reconnaissance de l'État palestinien qui n'existe pas encore, il y a eu quand même des pays d'Europe qui ont pris des positions qui auraient été, à mon avis, inimaginables il y a 10 ans, par exemple. Y a une dernière évocation, Patrick? Oui, pour conforter ça, attention, l'ONU dans les grandes fonctions, dans des grandes fonctions politiques, elle est souvent stérilisée à cause du droit de veto au Conseil de sécurité, mais l'ONU agit tous les jours dans le monde entier. Il y a l'ONU, il y a l'instance dont on nous parle, parfois cette réunion en rond du Conseil de sécurité qu'on nous montre subrepticement à la télévision, mais il y a aussi la multitude des agences de l'ONU qui interviennent partout pour l'accès à l'eau, pour désamorcer tous les jours des conflits en Afrique. Le soutien humanitaire et sanitaire en Ukraine en ce moment même. Ce n'est pas pour rien que la direction israélienne et Trump, qui avait commencé à le faire, veulent par exemple décapiter l'UNRWA, qui est une agence créée en 1948 et qui aide, moi je l'ai vu à maintes reprises de mes propres yeux à Gaza comme en Cisjordanie, qui aide les réfugiés palestiniens. Sans l'UNRWA, ces réfugiés ne peuvent pas tenir de ci, de là pour maintenir le droit, enfin un certain droit à l'alimentation. Il y a le déploiement de casques bleus possible. Donc l'ONU, il faut la refonder, il faut la reformuler ses missions, mais attention, ne pas jeter l'ONU avec l'eau sale. L'ONU, c'est un contrepoids terrible contre l'OTAN. D'ailleurs, l'OTAN a été créée par le monde occidental contre l'Organisation des Nations Unies. Et il y a une prédominance, par exemple, dans l'intervention des Américains en Irak, c'est la prédominance de l'OTAN contre l'ONU, parce que autant dans la Première Guerre, il y avait un mandat, dans la Seconde Guerre, il n'y a jamais eu de mandat de l'ONU. Même au Conseil de sécurité, la France s'y est opposée. On se rappelle de cette intervention de Dominique de Villepin. Et la charte de l'ONU et les résolutions de l'ONU sont des documents politiques qui sont des points d'appui pour des gens comme nous. Il faut bien voir le contenu. Par exemple, il faut bien voir le contenu très élevé, très progressiste de la charte de l'ONU. Le contenu des résolutions de l'ONU sur une multitude de questions. Donc, il faut plutôt s'en servir comme des points d'appui et ne pas considérer que le fait que les classes dominantes dominent aujourd'hui, il ne faut pas considérer ça comme fatal. Il peut se passer des choses assez bizarres. Moi, je pense qu'on est au point, contrairement à beaucoup d'apparences, hein, malheureusement, il y a beaucoup d'apparences contre ce que je dis, mais nous sommes au point où on peut avoir des mouvements de bascule assez positifs. Mais il faut absolument s'appuyer. Qui aurait dit l'affaire du Mercosur? Qui aurait dit que ce truc aurait été populaire? Ça fait 25 ans que ça dure. Mais c'est devenu populaire d'un coup, et c'est populaire ici comme au Brésil et en Argentine, un peu en Uruguay aussi. Donc,
il s'est passé quelque chose autour de cela aujourd'hui, à partir des batailles que nous avons menées contre le traité transatlantique qu'on a réussi à mettre en échec, contre le traité de libéralisation des services qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre, ils ne peuvent même pas le faire voter, contre le CETA, ils détournent les votes et ils détournent l'opinion des parlements pour l'appliquer, comme ils disent, de manière provisoire, mais tout ça a laissé des traces. Et le Mercosur, aujourd'hui, ne passera pas comme une lettre à la poste. Et peut-être feront-ils un coup de force, mais vous savez, les coups de force ne font qu'affaiblir ceux qui en sont l'auteur. Donc, il faut pas ces instances internationales-là, le tribunal pénal, la Cour de justice, l'Organisation des Nations Unies et toutes ces agences, par exemple, ce que je dis sur un pacte mondial pour la sécurité humaine et la revalorisation du programme qui existe aujourd'hui du PNUD de développement, donc ça n'aurait, je perds mon temps, donc ça n'aurait aucun sens de vouloir faire ça. Moi, je pense que plutôt ça a du sens. Et ça se relie avec des actions dans les localités, dans les pays, dans les continents, comme pour nous à l'échelle européenne. C'est de savoir en fait le système hégémonique qu'ont mis en place les États-Unis au sortir de la guerre est en train de se détricoter parce que les rapports de force ne sont plus les mêmes et les rapports de force entre États, entre une géoéconomie qui désormais est beaucoup plus à l'avantage de l'Asie et finalement on voit que finalement, les Américains qui ont été un peu à l'origine de cette espèce de pouvoir par les institutions internationales qu'ils ont contribué à mettre en place, sont désormais un peu gênés parce que désormais, leur front principal au niveau stratégique, c'est quand même bel et bien la Chine. Et donc, à un moment donné, les institutions internationales, finalement, commencent à les gêner puisqu'ils n'arrivent pas finalement à les faire jouer dans le sens complet de leurs intérêts, que ce soit des intérêts stratégiques au sens politique du terme ou des stratégies géo-économiques avec des pouvoirs de lobby comme on a vu émerger dans la nouvelle plutocratie américaine à travers Trump. Donc, effectivement, donc on ne sait plus très bien effectivement qui pilote quoi. Mais quoi qu'il en soit, il me semble qu'il y aurait sans doute quelque chose à considérer aussi à ce niveau-là par rapport à l'exposé que vous venez de nous faire. Parce qu'en définitive, on voit que sur les différents points, aussi bien la régulation des conflits, la régulation du droit international, la régulation des instances commerciales, c'est-à-dire à travers l'Organisation mondiale du commerce. On voit bien que à travers les instances financières également, avec une contestation du dollar par le renminbi, précisément à partir de l'organisation stratégique de Shanghai, plus le poids de la Chine à l'intérieur finalement des BRICS, on voit bien que ce qui se joue, c'est quand même une reconfiguration complète des règles du jeu internationaux. Et les Américains ont encore le pouvoir de s'y opposer, et ils s'y opposent fermement, quitte à renoncer après à tous les arguments moraux qu'ils mettaient dans certaines interventions, dans certains balancements de géopolitique internationale. Et donc, il me semble que ça, ce sont des éléments, à mon avis, sur lesquels il faudrait sans doute réfléchir. Merci Alain. Non, mais tu as bien fait. Dernier mot de Patrick.
parce qu'après Alfredo est connecté, donc on va pouvoir passer à sa conférence. Donc à toi, Patrick, Oui, pour non, non, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Toutes les enquêtes, toutes les études montrent que la- l'essentiel des richesses, la majorité de la valeur des richesses produites va être demain hors de l'Occident, la majorité de l'Occident, États-Unis, Europe, la majorité des populations. Donc il y a le grand Est asiatique, euh, et il y a l'émergence de l'Afrique. L'Afrique va connaître dans les 20 années qui viennent, ça va être le continent le plus peuplé vraisemblablement, avec des demandes considérables. Les mouvements qui ont lieu en ce moment à l'Afrique, avec des aspects, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, beaucoup d'aspects négatifs aujourd'hui. C'est un peu comme ici. D'abord, ils sont très jeunes, la population est extrêmement jeune, et donc ils se cherchent quelque chose, ils se cherchent un chemin de développement nouveau. Et au lieu, au lieu de coopérer, au lieu de chercher des ponts, au lieu de faire des projets communs, bon, bah, cet Occident capitaliste les méprise au nom de la volonté de continuer à dominer. Une période qui est terminée. Il faut bien. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi ce qu'ils font. Quand ils veulent à toute force intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est ça qu'il y a derrière. Quand ils veulent faire le grand Israël, c'est aussi ça qu'il y a derrière, mais avec beaucoup de complications. On voit bien, il y a des pétromonarchies arabes qui aujourd'hui sont dans les BRICS. Je ne m'en réjouis pas forcément, mais c'est la manifestation de quelque chose. Il se passe donc quelque chose. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là, qui se jouait, une recomposition complète du monde en ce moment. Et donc, il faut enfin, il faut la réfléchir, euh, non seulement s'y préparer, mais être un acteur ou une actrice de cette reconfiguration. Voilà, je vous remercie de votre invitation. merci à toi pour ton intervention. Il y a un aspect qui aurait pu être développé, mais on n'a pas le temps. Et peut-être que ça sera l'occasion d'une autre initiative. C'est la place et le rôle de la Chine dans le monde et dans les nouvelles relations internationales. Mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Patrick. À très De rien, bientôt. merci. Merci, merci.